Bonsoir les prévoyants, bonsoir les survivants, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le juridique, sur la résilience juridique, sur le droit, sur le légal. Alors je sais que c'est pas un domaine rigolo, c'est même un domaine je trouve plutôt chiant, mais d'après moi il me semble absolument indispensable de comprendre et de maîtriser un minimum ce domaine-là, puisque si on y réfléchit bien, c'est ce qui régit notre vie en société, de notre naissance à la mort et du lever au coucher de la journée. Voilà. Tout ce qu'on fait, toutes nos interactions sont réglées, sont définies par le droit, par le légal. Et donc, à partir de là, on comprend que il faut maîtriser ce sujet-là. C'est un peu comme jouer au Monopoly sans connaître les règles face à des gens qui connaissent par cœur les règles, c'est carrément inéquitable et donc vous êtes forcément perdant. Donc pour être un minimum résilient au niveau juridique, il faut comprendre un certain nombre de choses que je vais tenter ce soir de vous expliquer, de vous vulgariser au travers de cette vidéo. Ça fait un peu plus d'un an que je me suis penché sur le droit, j'ai pu comprendre énormément de choses, ça m'a permis de prendre énormément de recul aussi sur notre société, même en général. Et donc l'idée c'était de faire une sorte de compilation dans cette vidéo des choses les plus essentielles, enfin qui d'après moi sont essentielles, à comprendre et un minimum maîtriser, parce que on est tous à un moment donné de notre vie confrontés à des problèmes de l'ordre du juridique. Ça peut être une amende, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un huissier, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, tout ça, c'est du droit. Donc il faut comprendre tout ça. Donc, j'ai pris quelques notes. L'idée, c'est de vous faire également un retour, voilà, vraiment sur tout ce que j'ai pu comprendre, les petites subtilités. Parce que malheureusement, sur Internet, on trouve pas grand-chose, en tout cas pas quelque chose de clair. Bien souvent, ce sont des juristes qui font ça, donc nous, on n'est pas du milieu, donc on n'y comprend rien. On va commencer par le sujet de droit. Donc mettez la vidéo en lecture, faites la vaisselle si vous voulez, le bricolage, hein, il n'y aura pas grand-chose en vidéo. On va commencer par le sujet de droit, parce que on parle bien de gens qui sont assujettis au droit. Voilà, moi j'ai des devoirs et des obligations. Donc on va commencer par nous, par vous, avant de parler du reste. Donc un sujet de droit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement, nous qui nous sommes, nous sommes des citoyens. Le citoyen, c'est un statut juridique. C'est ce qu'on appelle également une personne morale, une personnalité juridique. C'est-à-dire qu'au travers de notre carte d'identité, qui nous identifie en tant qu'habitant de la France, en tant que citoyen français, on est doté d'une personnalité juridique grâce à la carte d'identité. Cette carte d'identité, cette personnalité juridique est absolument nécessaire pour tout simplement faire des contrats, pour contracter. Voilà, puisqu'en fait, en droit, il faut comprendre que tout n'est que contrat. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation, et donc il n'y a aussi pas de droit. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc, pour créer un contrat, il faut des personnes morales. Tout simplement, une personne morale, une personnalité juridique. Une personnalité juridique, ce n'est pas une personne humaine. Il faut vraiment comprendre ça, c'est vraiment quelque chose qui est des fois dur à comprendre. Je sais que des fois dans les commentaires, il y en a certains qui peut-être font semblant de pas comprendre ou qui ne veulent vraiment pas comprendre ça, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas des personnalités juridiques. Le nom et prénom écrit sur ma carte d'identité, en tout majuscule, ce n'est pas moi. C'est ma personnalité juridique que je possède. Voilà, je la possède, je peux la représenter, mais je ne peux aussi pas la représenter. Ça, plein de gens ne le savent pas, mais on a le droit de ne pas représenter sa personnalité juridique. C'est un droit de pouvoir la représenter, mais un droit, ce n'est pas une obligation. J'ai le droit de rouler à 50 sur la route. Est-ce que j'y suis obligé ? Non, je peux rouler à 20, je peux rouler à 10, je peux même pas du tout prendre de voiture. J'ai le droit de conduire un avion si j'ai un brevet de pilote. Est-ce que je suis obligé de conduire un avion ? Non, c'est exactement pareil. Donc on n'a aucune obligation de représenter cette personnalité juridique qui est absolument nécessaire pour contracter. Donc retenez bien ça déjà, pas de contrat, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de droit. Donc
Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris déjà que le droit, c'est des contrats, hein, c'est des contrats entre sociétés, parce qu'en fait, une société privée, c'est une personne morale. Il faut savoir qu'une personne morale, il n'y a aucune différence en droit entre ma personnalité juridique de la carte d'identité, une société SARL, une association ou un pays. C'est exactement pareil. C'est une personne morale, il n'y a aucune différence. Il faut vraiment comprendre ça qu'en droit, la personne humaine, l'être humain, n'existe pas. Il ne se rattache qu'à des fictions, à des personnes juridiques. Regardez dans un dico de juridique, vous verrez que l'être humain n'existe pas. C'est inexistant. Parce que pour eux, ce n'est pas un sujet de droit, ils ne peuvent pas contracter avec un être vivant, il leur faut forcément une personnalité juridique. Une fois que vous avez compris ça, on va passer sur... N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, encore une fois. Je peux des fois dire des conneries, hein. Je suis pas un juriste, loin de là. Mais ça fait 1 an que je me penche déjà là-dessus et j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Il faut également comprendre qu'au niveau des lois, on a au niveau du juridique, on a les lois, on a les règlements, on a les conventions, on a des traités, on a des lois européennes. Bref, on a différents types de textes. Donc les textes sont organisés par code. Donc on a le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, mais ça c'est lié au pénal directement, le code de la route, il y a quoi, le code des assurances, le code de la santé, bref, il y en a une multitude, hein. Il y a vraiment un code pour voire plusieurs codes pour chaque domaine. Donc ça c'est la manière de les organiser. On va les organiser par catégorie, on va les reclasser à l'intérieur des livres, ou plutôt, je vais appeler ça un lexique, un code, hein, c'est un code, par type de situation, etc., pour vraiment classer les choses de manière la plus logique possible pour trouver le plus facilement possible pour passer 2 heures à tout chercher. Et nous avons également un principe de hiérarchisation, c'est-à-dire que tout comme dans une entreprise, le directeur est en haut, c'est lui qui décide. C'est exactement pareil, en dessous il y a les sous-directeurs, en dessous il y a le responsable, en dessous il y a les employés, on peut même mettre d'autres catégories, mais grossièrement ça fonctionne comme ça. Le patron il décide, c'est lui qui décide de tout, il prévaut, donc prévaloir ça veut dire qu'on passe au-dessus, on a l'autorité sur le reste, un patron prévaut sur les sous-directeurs, enfin le directeur est supérieur au niveau du droit aux sous-directeurs qui eux-mêmes sont supérieurs aux responsables des équipes, qui eux-mêmes sont responsables du personnel. En droit, c'est exactement pareil. En partant du bas, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la personne. Donc personne, en droit, c'est la personne juridique. Et une personne, c'est personne, d'où le terme personne. Il faut savoir qu'au-dessus, donc, il y a la jurisprudence. Les jurisprudences, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros des exceptions ou c'est une manière de rendre un peu plus flexible une loi pour la rendre plus adaptée à la réalité. Parce qu'en fait, en droit, on est toujours sur quelque chose d'imaginaire, en fait, le droit. Et donc, il faut l'appliquer dans le concret. Donc, il y a par exemple le code pénal qui est clair, net, précis. Tout est clair là-dedans, mais par exemple dans le code civil, c'est un peu plus flou les situations. Donc des fois, on ne sait pas trop si c'est oui ou si c'est non. Donc, il y a ce qu'on appelle des jurisprudences qui sont une sorte de modification léger de texte pour que ça s'adapte à la réalité. Au-dessus, nous avons les gouvernements. Au-dessus, nous avons les blocs conventionnels, donc les conventions européennes des droits de l'homme, etc. Le bloc constitutionnel, les droits de l'homme, et au-dessus, nous avons l'humanité, le vivant, l'univers, etc. Voilà. Il faut vraiment comprendre tout ça. Hein. C'est pas le droit. Il faut comprendre qu'il y a aussi un aspect un peu philosophique. Vraiment, faut comprendre ça. Et ceux qui ne le comprennent pas, ils n'ont pas vraiment compris le droit, d'après moi. Il faut comprendre que le vivant, l'humanité, et ce qu'ils appellent eux l'être suprême, hein, donc on peut appeler ça Dieu, appeler ça comme vous voulez, est au-dessus de tout ça. Vraiment, ça, c'est pas vraiment explicite dans le droit, mais il y a des textes dans lesquels ils en font allusion et on le comprend. Bref, ça c'est un autre sujet. Oubliez le truc de créateur, etc. Retenez juste qu'au-dessus, tout en haut, nous avons tout ce qui va être droit de l'homme.
Et ça, ce sont des textes ultra simples qui permettent, en cas, je veux dire au niveau de la hiérarchisation, ça permet, si jamais il y a un texte qui contredit un texte qui est supérieur au niveau de la hiérarchie, bah de l'annuler. Donc en gros, si je prends les choses dans l'ordre, eh bien en dessous, par exemple, on a les lois et les règlements, donc un règlement intérieur d'une entreprise, de n'importe quoi, d'une association. Eh bien, c'est en dessous des lois du gouvernement, c'est en dessous du gouvernement. Donc si le gouvernement dit quelque chose et que le règlement intérieur d'une entreprise dit autre chose, dit l'inverse, eh ben, c'est les lois du gouvernement qui ont autorité, qui prévalent sur les règlements. Pareil, à l'inverse, par exemple, des lois européennes prévalent sur des lois françaises. Donc si des lois françaises contredisent les lois européennes, c'est forcément, obligatoirement, les lois européennes qui prennent le dessus, etc., etc., jusqu'à arriver aux droits de l'homme, l'humanité, le vivant, etc. Ça, c'est ultra important aussi à comprendre parce que des fois, on va peut-être vous sortir des textes de loi en vous disant ouais, mais vous avez vu le règlement, moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé dans des entreprises. Je voulais me faire rembourser des trucs qui ne me convenaient pas. Je me suis référé au code de la consommation. Je savais que j'étais dans mon droit de me faire rembourser de la même manière dont j'avais payé. Et j'étais face à des employés qui étaient têtus en disant non, 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 mais moi, mon règlement, il dit ça, ça, ça. Oui, bah oui, sauf que la hiérarchie des normes dit l'inverse. Et bah en fait, ton truc, il est illégal. Voilà, il y a des gens qui sont dans l'illégalité qui ne le savent même pas. Mais si vous ne savez pas que vous êtes dans votre bon droit, bah vous pensez que lui, il a raison. Et donc, vous vous faites avoir. C'est d'où le but de ma vidéo. Donc, la hiérarchie est ultra importante. Vous pouvez la retrouver sur Wikipédia. Vous avez vraiment, je crois que c'est celle qui est la plus claire possible là-dedans. Et ça, c'est un principe qu'on va retrouver dans tout type de juridiction. La hiérarchie des normes, c'est quelque chose on va dire, d'universel. Ça s'applique pour tout. Donc les codes, j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est quoi? Le contrat, j'en ai déjà parlé également. Et vraiment, il faut comprendre ça. Le contrat, c'est à la base de tout. Si vous n'avez pas contracté avec quelqu'un, vous n'avez pas d'obligation. Et c'est à lui de le prouver que vous avez une obligation. Donc on va en reparler juste après. Donc après, vous avez différentes juridictions. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par exemple, vous avez ce qu'on va appeler le pouvoir exécutif. Ça va être par exemple l'ordre de condamnation. Par exemple, vous êtes condamné à 20 000 euros de dommages et intérêts à la personne, machin truc bidule, parce que vous lui avez pété une jambe en vélo. Ça, c'est de l'exécutoire. C'est le pouvoir exécutif, c'est vraiment ce qui est lié après un jugement et une condamnation. Vous avez le pénal. Le code pénal, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être en rapport avec l'État. Enfin, oui et non. Théoriquement, c'est lié à l'État, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'État qui va définir un certain nombre de règles à respecter, et si vous ne les respectez pas, l'État peut dire à un moment donné, même si l'État même si ça ne l'a pas atteint directement, même s'il n'y a eu aucun dommage envers quelque chose appartenant à l'État, l'État peut à un moment donné dire bah ouais, mais au niveau du code pénal, moi je porte plainte contre vous. Donc c'est directement l'État qui peut vous attaquer par rapport à quelque chose que vous avez fait de mal. Vous pouvez tout à fait aussi vous attaquer quelqu'un via le code pénal, c'est-à-dire dire là tu es en train de faire un truc et pourtant dans le code pénal c'est écrit que tu n'as pas le droit. Et donc là c'est disons que le code pénal, d'après moi, c'est vraiment au-dessus du code civil. Au début, je m'étais vraiment intéressé au code civil, je m'étais vraiment plongé à fond dans le code civil. Je me suis rendu compte que c'était pas si... C'est quand même important, mais c'est pas le plus important. Le code civil, lui, il va régir tous les problèmes qui vont se situer entre plusieurs citoyens. Donc un citoyen contre un citoyen, c'est du civil. C'est deux parties civiles, deux parties, on va dire, civiles, donc ça reste du code civil. Lorsqu'on va toucher à des choses un peu plus graves, c'est le code pénal qui va rentrer en jeu. Le code civil est un peu plus flou sur les textes. Le code pénal, lui, c'est strict. C'est-à-dire que les textes sont clairs, nets, précis, on connaît les limites. Et si vous pouvez appliquer une des situations qui vous est arrivée à une situation décrite dans le code pénal, eh bien vous pouvez l'appliquer, le mettre en jeu, sortir cette carte-là, et l'utiliser contre votre adversaire, puisqu'il faut vraiment comprendre qu'au niveau du droit, on est sur un peu un ping-pong en fait. On a deux équipes, et l'idée c'est de se renvoyer la balle avec des arguments pour gagner, pour avoir raison, et pour prouver ce qu'on est en train de dire. Il faut vraiment toujours comprendre ça, on va en reparler à la fin, de la preuve
qui est vraiment ultra important dans le droit, autant pour vous que pour les autres. Donc le pénal, l'administratif. Donc l'administratif, ça va être... pourquoi est-ce que j'ai marqué ça? C'est pas vraiment... Il n'y a pas un code administratif, mais c'est plus dans le sens où vous avez, par exemple, différents types de contrôles. Par exemple, les contrôles routiers, s'ils vérifient vos assurances, c'est de l'administratif. Si on fouille votre véhicule, bah, c'est pas de l'administratif. C'est, je crois, du pénal, hein, ou un truc comme ça. Alors, je sais plus exactement, dites-le moi, je maîtrise pas non plus par cœur. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types de contrôles, différents types d'actions menées par des entités du gouvernement qui sont soit de l'administratif ou voilà, je pense que c'est plus administratif face à de l'exécutif. Donc je parlais du contrôle routier. Ce qu'il faut savoir, par exemple sur un contrôle routier, ça c'est des choses toutes simples, mais beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que lorsqu'il y a un contrôle qui s'effectue, ou même dans la rue, hein, lorsqu'on vous contrôle vos papiers, on n'a pas le droit d'un seul coup de vous dire bah tiens, j'ai envie de vous fouiller ton sac. C'est pas possible. C'est soit un contrôle administratif, soit un contrôle par rapport, je sais pas moi, à un parquet qui a dit, ou une autre autorité qui a dit bah voilà, à un moment donné, vous allez faire tel type de contrôle dans telle zone, parce qu'il y a tel risque. Il faut toujours qu'il y ait une raison à faire quelque chose. En fait, on ne peut pas faire quelque chose sans raison. C'est pas possible. Enfin, en théorie. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre la théorie et le terrain. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà, contrôle administratif, c'est pas pareil que le reste que du, je sais plus, je crois quoi, ça doit être du pénal ou de l'exécutif, en tout cas vraiment par rapport aux hautes autorités. Voilà, donc on peut pas, c'est soit l'un soit l'autre, on peut pas faire un contrôle sur les deux. Vous avez également le droit coutumier. Ça, c'est un droit qui, malheureusement, quasiment personne ne le connaît, et pourtant, c'est l'un des plus essentiels. Donc, dans tous les droits qu'on a vus, dans plutôt les juridictions qu'on a vues juste avant, le civil, le pénal, etc., etc., tout ça, c'est surtout comment dire, un peu moins pour le pénal, mais c'est plus pour des trucs financiers, en fait. Il faut vraiment comprendre ça. Comment dire, les tribunaux sont là pour régler des affaires financières. Hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste l'argent. Et le droit coutumier, lui, c'est différent. C'est-à-dire que nous allons être jugés par ce qu'on appelle nos pairs, voilà. C'est-à-dire d'autres citoyens, des gens qui ne sont pas juristes. C'est monsieur, madame, tout le monde qui a été pris au hasard pour faire, on va dire, en gros, le jugement d'une personne qui est condamnée. Donc, le droit coutumier, c'est plus des droits, on va dire, pas archaïques, mais un peu de l'époque. Et si l'exécutif, l'administratif, le pénal, etc. n'est pas en place, on peut tout à fait, en théorie, faire valoir un droit enfin le droit coutumier, le fait d'être jugé par nos pairs, par d'autres gens, par d'autres citoyens, tout simplement. Et non pas par des juges qui sont là juste pour toucher une partie du magot. Hein. Voilà. Alors, autre chose à savoir, c'est le jargon juridique. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, et c'est ce qui rebute beaucoup de gens, et je pense que c'est aussi un peu fait pour, c'est qu'il faut vraiment se mettre ça en tête. Dans le milieu juridique, alors ça ressemble à du français, mais c'est pas du français. C'est un jargon spécifique à cette discipline. Tout comme un ingénieur en aéronautique va utiliser des termes techniques pour parler de ce qu'il est en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un mécanicien qui va parler d'outils bien spécifiques ou d'autres personnes qui vont parler d'autres choses. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que, ou plutôt, je vais plutôt prendre l'exemple d'un codeur informatique parce que c'est exactement pareil, on parle de code à chaque fois. Les textes, ils sont sous forme de code, aussi bien dans l'organisation que dans la construction des textes, en eux-mêmes au niveau des mots. Il faut savoir qu'il y a un jargon juridique où les mots n'ont pas forcément le même sens que les mots français. Et ça, c'est vraiment important aussi de le savoir. Parce que nous, en fait, on lit avec nos yeux à nous, en fait. Hein. Voilà, on va voir un mot, on va se dire, bah oui, il veut forcément dire ça. Sauf que, non, pas forcément. Dans les définitions juridiques, des fois, c'est des sens plus particuliers, plus ambigus. Donc, il faut impérativement avoir au minimum un dictionnaire du
vocabulaire juridique. C'est la base à avoir pour moi. Faut pas acheter le code civil, faut pas acheter le code pénal en premier, faut acheter un dictionnaire du jargon juridique pour comprendre et pour décoder vraiment le texte, parce que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que les textes sont codés, et si on ne comprend pas les mots, on ne comprend pas ce qu'on lit, et on accepte tout et n'importe quoi, sans comprendre. Donc après, j'ai marqué droits et obligations. Donc il y a plusieurs, donc ça c'est lié au contrat, et vous avez plusieurs types de contrats. Et tout à l'heure j'ai parlé du contrat, là je vais en reparler, je suis désolé, je vais un peu basculer. On a vu tout à l'heure que pour faire un contrat, il faut quoi? Il faut deux personnes juridiques. C'est obligatoire. On ne peut pas faire un contrat entre, légalement parlant, par rapport à notre système légal, on ne peut pas faire de contrat avec des êtres vivants. Il faut obligatoirement mettre en jeu au minimum deux parties, donc deux personnalités juridiques différentes qui vont trouver un accord. C'est vraiment du business en fait, c'est du commerce. Une fois qu'on a compris ça, on comprend de suite beaucoup mieux tout le mécanisme. C'est un contrat. Donc le contrat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une négociation entre deux parties. Ok, moi j'aimerais avoir ça, et en contrepartie, tu vas me donner ça. Et donc, l'idée, le but d'un contrat, c'est de s'assurer de bénéficier de ces droits qu'on va marquer dans le contrat, mais aussi d'avoir des avantages. Et donc, en échange, on a des contraintes. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le contrat, c'est pour avoir un avantage en échange d'un inconvénient. Donc, imaginons un exemple tout simple. J'ai besoin, pour acheter une ferme, d'1 kilo d'or. Voilà, moi c'est quelque chose qui a une valeur réelle, l'or. J'ai besoin d'1 kilo d'or. Je vais aller voir mon voisin, je sais que lui, il a beaucoup d'or chez lui. Eh bien, je vais faire un contrat avec lui en lui disant, écoute, moi j'ai besoin d'1 kilo d'or parce que j'ai besoin d'acheter une ferme. Est-ce que tu peux me prêter 1 kilo d'or? Dans 2 ans, je te rends 1,5 kg. Ou plutôt, c'est lui qui va décider de ça, il va dire, ok, je suis prêt à te donner les 1 kilo d'or. En échange, dans 2 ans, moi je veux 1,5 kg au lieu de 1 kg. Donc tu vas me devoir quasiment 150% de la somme que je t'ai donnée. Ok, ça me va, ça lui va aussi, on se serre la main, on signe le contrat est signé, le contrat est valide, et c'est un contrat qu'on appelle explicite. Un contrat explicite, qu'est-ce que c'est? Enfin, un contrat, même en général, normalement, c'est censé, mais pour moi, c'est plus pour le contrat explicite, parce que le contrat tacite, on ne sait pas vraiment qu'on contracte, et donc on ne connaît pas forcément les conditions, c'est ça le problème. C'est ça qui est vraiment un piège. Donc dans le contrat, pour qu'un contrat soit valide, retenez bien ça, pour qu'un contrat soit valide, ça marche, encore une fois, c'est comme la hiérarchie, ça fonctionne tout le temps comme ça. Il n'y a pas d'exception. Un contrat, il faut qu'il soit accepté par les deux parties et compris. Si il n'est pas compris à 100%, et s'il n'est pas accepté, le contrat, on dit qu'il est caduc. En gros, ça vaut rien, c'est nul, c'est nada, macachoualou. Donc un contrat, il faut qu'il y ait deux parties, deux personnes juridiques, qui contractent ensemble. L'un bénéficie d'avantages en échange d'inconvénients, de devoirs. Il faut comprendre que le droit et le devoir, c'est quelque chose qui va ensemble. C'est intrinsèque, ça peut pas se séparer. Donc en gros, mon droit à moi d'avoir les 1 kg d'or, d'après le contrat, c'est l'obligation de l'autre de me le fournir. On est d'accord? Et mon obligation à moi de lui fournir 1,5 kg dans 2 ans, c'est son droit à lui. Donc en fait, mes droits sont ses obligations et mes obligations sont ses droits. J'allais redire la même chose. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a toujours ce principe-là. Donc dès qu'on vous dit que vous n'avez pas de droits mais que des obligations, méfiez-vous, c'est qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas possible. C'est impossible. Un contrat, c'est forcément des droits pour des obligations. Donc s'il n'y a pas de contrat, ça vaut rien. Voilà. Donc à partir de là, déjà, c'est vite réglé. Donc vous avez le contrat explicite. C'est vraiment ce qu'on va retrouver habituellement. Vous allez signer un contrat de travail, vous allez signer un prêt à la banque, vous allez sur un site web vous enregistrer, marquer, cocher j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation que personne ne fait. C'est bien ça le problème. Aujourd'hui, les gens se plaignent qu'ils vivent dans un système qui les dévore, mais d'un autre côté, c'est normal, vous ne vous intéressez pas au droit, donc vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire, et vous êtes en train de faire des conneries.
Donc le contrat explicite, c'est voilà, quelque chose qu'on va cocher, quelque chose qu'on va signer. On sait, on est censé avoir lu et accepté absolument tout ce qui est écrit. Si on ne comprend pas, on peut demander une explication, on peut demander une modification du contrat, on peut tout à fait renégocier un contrat. Tant qu'il n'est pas signé, on peut le négocier. C'est justement le but du contrat, c'est une négociation entre deux parties. Une fois que les deux parties sont d'accord sur le contrat, il est signé, le contrat est valide. Et ça prend effet. Alors il faut savoir que, ça j'ai failli l'oublier, il y a aussi la notion de temps. Il faut savoir qu'en droit, le temps n'existe pas. Ou plutôt que selon les types de droit, on va dire les types de juridiction, je ne sais pas trop comment dire ça, par exemple, dans le commerce, c'est l'un des seuls milieux où le temps existe. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, tout est basé, dès qu'on dit que le temps c'est de l'argent, c'est parce que juridiquement parlant, en fait, c'est le seul domaine quasiment où le temps existe, où le temps est effectif. Dans le reste du droit, le temps n'existe pas. C'est quelque chose, voilà, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment un petit peu un monde à part, il y a certaines subtilités à comprendre, mais voilà, le temps n'existe pas, sauf dans le commerce. Donc vous avez également les contrats tacites. Un contrat tacite, c'est quoi? C'est un contrat qu'on va accepter par un oui, par un hochement de tête, par un oui, je comprends, oui, j'ai compris, monsieur l'agent, ce genre de choses. Ce sont des contrats. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que de base, vous avez, grâce à votre personnalité juridique, vous avez des droits et des obligations, voilà, par rapport aux lois, aux conventions, à tout ça. Donc ça veut dire que vous avez une certaine liberté. En fait, de base, on est libre, sauf que à cause des contrats, ou grâce aux contrats, en fait, on va restreindre nos libertés pour avoir d'autres avantages. En gros, c'est ça, le contrat social, c'est, en gros, on a perdu une partie de nos libertés contre voilà, le chômage, contre la CMU, contre toutes sortes de choses qui vont être plus ou moins bénéfiques pour nous. Voilà, c'est un contrat. Voilà. Contre des avantages, on perd, on a des inconvénients. C'est le principe même du contrat. Donc ça veut dire que de base, vous avez des libertés. Mais ces libertés, on peut vous les enlever grâce à des contrats. C'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire que une liberté que vous avez à un moment X, peut-être que juste après avoir contracté, à un moment Y, vous n'avez plus ces droits-là. Mais vous ne le savez même pas parce que vous n'avez pas compris ce qu'on vous a demandé. Vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit, puisqu'on vous a parlé en langage juridique. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut s'intéresser et comprendre un minimum certains mots du langage juridique. Notamment par rapport au contrat. Un contrat tacite, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est un hochement de tête. C'est par exemple, on vous fait une injonction, videz votre sac, donnez-moi tel objet. Il y a plusieurs manières de l'accepter. Soit en ne disant rien, le silence vaut validation. En gros, vous acceptez si vous ne dites rien. C'est pour ça que les policiers aux États-Unis disent vous avez le droit de garder le silence, forcément, parce que ça veut dire que vous allez forcément accepter ce qui va se passer. Donc il faut, lorsqu'on vous fait une proposition de contrat, le refuser bien gentiment, lui dire non, je ne suis pas intéressé par un contrat. Et vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez aussi vous faire des contrats tacites avec des gens qui vous réclament certaines choses. Voilà, ça aussi, c'est aussi possible, tant que vous employez les bons termes juridiques et tant que vous avez les preuves par la suite que vous avez bien signé un contrat, que vous avez bien contracté avec l'autre personne. Donc le contrat tacite, il faut comprendre que par exemple, si on vous dit, par exemple, le mot vous comprenez, il faut savoir que lorsqu'on vous donne des ordres en vous disant vous comprenez, ça, attention, dès qu'on vous dit ça, ça veut dire contrat. Parce que vous comprenez, dans le droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que vous consentez? Est-ce que vous acceptez de vous plier à ce que je suis en train de vous dire? Une fois que vous le faites, vous avez contracté. Alors, vous avez contracté à différents niveaux. Ça peut être tout simplement pour reconnaître votre personnalité juridique. Je vous l'avais expliqué tout à l'heure. On ne peut pas faire de contrat sans personnalité juridique. Donc, le but de la personne d'en face, ça va être de vous faire reconnaître que vous représentez cette personnalité juridique. Et c'est pour ça que ça commence à devenir compliqué aujourd'hui, parce que on est de plus en plus
lié, rattaché à cette personne morale, alors qu'à l'époque, les gens savaient faire la différence entre une personne morale et eux, en tant qu'être humain. C'est d'ailleurs pour ça que les boîtes aux lettres, en fait, chez nous, ne sont pas... Ça paraît tout con, hein, vous allez me dire, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai. Il y a des pays où les boîtes aux lettres sont dans les portes, parce qu'on a voulu introduire la personnalité juridique directement dans le domicile des gens pour qu'ils ne puissent plus, faire en sorte de ne pas représenter cette personnalité juridique-là. Chez nous, on a encore la chance d'avoir des boîtes aux lettres en dehors de chez nous. Donc, il faut savoir qu'une personnalité juridique n'habite pas, mais domicilie à une adresse. C'est-à-dire que votre personnalité juridique, elle domicilie dans une boîte aux lettres. Elle a une adresse postale. C'est la boîte aux lettres. Vous habitez dans une maison et un lit. Vous possédez cette personnalité juridique et vous n'habitez pas dans une boîte aux lettres. On est d'accord ? C'est pour bien séparer les deux. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que un contrat tacite, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous fait reconnaître que vous êtes bien cette personnalité juridique-là. Et donc, vous la représentez, vu que vous venez de prendre le courrier. Vous venez de signer un accusé de réception d'une lettre d'un huissier. Là, vous reconnaissez que vous êtes une personnalité juridique. Et donc, forcément, vous consentez à ce qui est en train de se passer. Et donc, d'une certaine manière, vous pouvez aussi contracter de cette manière-là. Ça peut être également un contrôleur dans un train. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avoue que j'étais un peu provoque dans cette vidéo. J'aurais peut-être pas dû. Mais par exemple, dans les transports en commun, les conducteurs de train, qu'est-ce qu'ils font ? En réalité, vous avez signé aucun contrat avec eux. Vous êtes juste comme ça, assis dans un siège, et quelqu'un d'inconnu vient vous demander un titre de transport et vous réclame de l'argent. Alors je sais, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais en soi, vous n'avez aucune obligation à payer ça parce que il n'y a pas de contrat. Donc le conducteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous demander, c'est quoi votre nom, votre prénom ? Et à partir de là, si vous donnez votre nom et votre prénom, de manière implicite, donc de manière détournée, sans même s'en rendre compte, vous allez donner votre personnalité juridique et donc il va pouvoir contracter parce que vous représentez votre personnalité juridique. Donc ça, c'est un contrat tacite. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a dit oui, parce qu'on a reconnu être monsieur, madame. Il faut savoir que le monsieur, madame, c'est ce qui permet de représenter un citoyen. Un citoyen, on l'appelle monsieur ou on l'appelle madame, hein, c'est écrit sur notre carte d'identité. Et dès qu'on vous dit monsieur, madame, ça veut dire qu'on s'adresse à la personnalité juridique. Retenez aussi bien ça, on ne s'adresse pas à l'être humain, on s'adresse à la personnalité juridique. Alors bien sûr, si c'est votre famille qui vous appelle monsieur, madame ou un inconnu, c'est pas pareil. Je veux dire, dès qu'il y a quelqu'un qui a un minimum d'autorité ou qui peut contracter avec vous, en tout cas, voilà, ça peut être une société privée, n'importe qui, lorsqu'il vous dit monsieur, madame, il s'adresse à votre personnalité juridique. Donc vous n'êtes pas cette personnalité-là. Vous la possédez, vous pouvez la représenter ou non, mais vous n'êtes pas une personnalité juridique. Donc voilà, il y a différents types de contrats, et vous, à l'inverse, vous pouvez également contracter. Alors l'idée, c'est justement quand on essaie de vous faire un contrat, parce que malheureusement, les contrôleurs, etc., dans les trains, dans les transports, je pense que la plupart ne savent pas tout ça. Ils ne comprennent... voilà, on leur a demandé de faire ça, ils le font, et point barre. Et pareil pour beaucoup d'autres personnes, personnes qui bossent pour des personnes, vous pouvez tout à fait contracter avec eux. Voilà, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait légal. À partir du moment où vous connaissez sa personnalité juridique, ça c'est pareil, hein, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, le sujet de droit. On va en reparler parce que là on est sur le contrat, etc. C'est un peu plus délicat. Prenons l'exemple d'un contrôleur de la SNCF. C'est un humain de base, hein, c'est un être vivant qui possède une personnalité juridique en tant que citoyen. Donc nom, prénom, écrit en tout majuscule. Parce que le tout majuscule, il faut savoir que c'est uniquement pour les sociétés privées. Une société privée, c'est une personne morale. Il n'y a aucune différence entre une société privée, une personne morale citoyenne, un État, la SNCF. Voilà, ça c'est exactement la même chose. C'est une société, c'est une personne morale. Il n'y a aucune différence. Et là-dessus, je sais que certains vont me dire peut-être que c'est pas vrai. Ça fait un peu plus d'1 an que je recherche là-dessus. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'est bien le cas. Donc le contrôleur, c'est un citoyen au niveau de ses personnalités juridiques qui a contracté avec la SNCF pour bosser pour eux. Donc en fait, la SNCF va lui créer une autre personnalité juridique qui est tout simplement le matricule qu'il va avoir lorsqu'il va travailler et lorsqu'il va représenter la SNCF avec l'uniforme, le badge, etc., etc. Donc en fait, c'est une personne vivante
qui possède une personnalité juridique qui possède une autre personnalité juridique. En fait, vous voyez qu'en fait, tout est rattaché, c'est un peu comme des poupées russes. Et donc, grâce à sa personnalité juridique de SNCF, de contrôleur SNCF, c'est une personne morale, en fait. Donc, vous pouvez contracter avec lui. De manière tacite, si vous connaissez le jargon juridique, vous pouvez tout à fait, on va le voir juste après, par rapport aux conditions, parce qu'il y a un principe où on ne peut pas en fait refuser le droit. En fait, le droit, il s'applique point barre. On ne peut qu'accepter ce qu'on nous oblige, mais on peut l'accepter à condition. Ça, c'est aussi possible. Et donc, on peut tout à fait contracter en acceptant à condition. Vous voyez, ça commence un petit peu à devenir un peu plus complexe. C'est-à-dire que lorsque je me fais contrôler, je peux tout à fait dire « Ok, je suis prêt à payer le titre de transport à partir du moment où vous me prouvez que je suis bien un sujet de droit, que je suis bien une personne morale et non pas une personne vivante. Moi, je peux prouver, là, maintenant de suite, en étant devant vous, que je suis une personne vivante. À vous de me prouver que je suis une personne morale. » Ça peut être ça peut être tout simplement dire prouvez-moi que j'ai une quelconque obligation envers vous puisque je n'ai signé aucun contrat. On est d'accord que une obligation ça découle d'un contrat. Donc quel contrat j'ai signé auprès de la SNCF pour être obligé de payer une amende, tout simplement. Ou alors ça peut être aussi prouvez-moi que cet argent a une quelconque valeur, que je vous dois de l'argent. Prouvez-moi que je vous dois de l'argent ou que je vous ai fait perdre de l'argent. Ça peut être aussi une situation, par exemple, avec des huissiers ou ce genre de choses. Prouvez-moi qu'il y a eu un lèse, prouvez-moi qu'il y a eu une perte d'argent à un moment donné. Et donc, à partir de là, vous pouvez lui dire « J'accepte sous condition », donc vous n'êtes pas en infraction, vous avez accepté ce qu'on vous demande, mais à condition de me prouver quelque chose. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et vous pouvez tout à fait mettre vos conditions. Donc, par exemple, je suis prêt à payer votre titre de transport si jamais, si par exemple, vous me payez telle ou telle chose. Vous comprenez, monsieur, et à partir du moment où vous avez des preuves que vous avez contracté avec une personne morale et qu'elle a dit oui, je comprends, parce que oui, je comprends, ça veut dire j'accepte le contrat. Là, en fait, elle est liée à un contrat. Et vous pouvez tout à fait réclamer après cette somme. Il y a des gens qui s'amusent à faire ça, à réclamer des sommes auprès des entreprises privées en disant voilà, j'ai contracté avec un de vos contrôleurs. Maintenant, vous me devez une somme et j'ai les preuves comme quoi il a bien contracté avec moi. Enfin, sa personne morale a bien contracté avec la mienne. Toujours très subtil. Voilà, donc en fait, vous voyez, il y a différents types de contrats, mais il faut savoir les détecter parce que si on ne sait pas les détecter, on contracte sans même le savoir et on se retrouve avec des obligations en plus et des droits en moins. Et notre objectif, c'est de tout simplement retrouver nos droits qu'on a normalement. Voilà, et qu'on nous enlève petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, parce que on n'est même pas capable de s'intéresser à notre droit, alors que c'est vraiment la base. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? Définition légale. Non, ça c'était pas ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai marqué ? Tiens, je vais continuer sur les preuves parce qu'on était un petit peu là-dessus, sur le contrat, sur le fait d'avoir des obligations, etc. Dans le droit, il y a forcément une preuve. Il faut des preuves. Il faut des preuves que vous êtes soit pas, vous n'avez pas d'obligation, ou qu'à l'inverse, l'autre a une obligation, ou vous êtes délivré d'une certaine obligation. Voilà. Il faut forcément avoir des preuves. Des preuves, ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement des papiers écrits, des relevés de banque, des relevés quelconques, un ticket de caisse, ça peut être une vidéo, un enregistrement, ça peut être des témoignages. Bref, lorsque vous avancez quelque chose ou lorsque vous réclamez quelque chose, il faut pouvoir le prouver. Et pareil pour les autres. C'est-à-dire que lorsque, imaginons une situation qui peut très certainement vous arriver, je vous le recommande pas, mais ça peut très certainement vous arriver, vous êtes face à un huissier de justice qui vous réclame de l'argent. On fera une vidéo complète sur l'huissier parce que c'est très intéressant de comprendre réellement comment fonctionne l'huissier, comment est-ce qu'il arrive à savoir que vous devez de l'argent, etc. etc. Mais quelqu'un qui vous demande de l'argent, ou même une banque,
avant de payer quoi que ce soit, ou même n'importe qui, hein, quelqu'un qui vous réclame quelque chose, on est d'accord qu'en règle générale, un inconnu qui vient vous voir et qui vous dit tu dois me donner ton briquet, vous n'allez pas lui donner votre briquet. Vous allez lui dire pourquoi est-ce que je devrais te donner mon briquet. Là, c'est exactement pareil. Vous êtes en droit de questionner les autorités. Il faut savoir que l'autorité est censée tout savoir. Voilà. C'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut comprendre, que ce soit tout n'importe quoi, n'importe quelle administration, ils sont censés représenter l'autorité, donc ils sont censés avoir réponse à tout. Donc, dans les lois, dans le légal, enfin dans le juridique, vous ne pouvez pas refuser une obligation. Lorsque ils ont la preuve que vous êtes obligé de faire quelque chose, vous le faites en fait, parce que y a toutes les preuves qui sont là. Vous êtes obligé. Ça s'applique, point barre. Et vous pouvez accepter à condition, je vous l'ai dit tout à l'heure. Accepter à condition, c'est tout simplement demander des preuves. Dire, ok, je te dois de l'argent apparemment, prouve-moi que je te dois de l'argent. Donc ça peut être, prouve-moi qu'il y a eu une perte d'argent dans les fonds de la banque, prouve-moi que c'était bien moi qui t'ai volé ton stylo, prouve-moi tel ou tel truc, bref, il faut demander des preuves. S'il n'y a pas de preuves, il n'y a aucune obligation. Parce que c'est monsieur, enfin n'importe qui ne peut pas vous réclamer quelque chose comme ça. Au niveau des contrats, tout à l'heure justement ça va me permettre de rebondir là-dessus, j'ai oublié d'en parler, il y a vraiment l'aspect aussi du consentement. Un consentement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de comprendre et d'accepter pleinement quelque chose. C'est ça le consentement. On ne peut pas vous forcer à être consentant. Puisque forcément, le consentement, c'est d'accepter pleinement les choses. Si vous n'acceptez pas pleinement les choses, vous ne consentez pas. Donc, c'est pas du consentement. Donc, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle de l'extorsion. Alors, quelqu'un qui veut vous forcer à signer un papier, donc ça veut dire soit contracter, soit accepter que vous allez faire telle ou telle chose, telle obligation, en fait, vous n'avez aucune obligation de le signer. Si ils essayent de le faire, si ils le font, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. De l'extorsion de consentement, pardon. De l'extorsion de fonds, c'est quand on va essayer de vous extorquer de l'argent, de vous la prendre. C'est du vol, en fait. Voilà. C'est un autre terme pour parler de vol. Donc un huissier qui vient vous réclamer de l'argent, mais qui n'a aucune preuve que vous lui devez à lui bien de l'argent ou à quelqu'un d'autre, une personne morale qu'il peut lui représenter grâce à son statut juridique, en fait, ça s'appelle juste du vol, ça s'appelle de l'extorsion de fonds, tout simplement, parce que vous n'avez aucune obligation de payer cet argent-là, et cette personne-là va utiliser différents moyens d'intimidation, soit avec du harcèlement téléphonique, avec des courriers, des recommandés, la gendarmerie qui vient chez vous, plein d'huissiers qui à chaque fois viennent taper à votre porte, bref. Ça s'appelle du harcèlement, et si on essaie de vous soutirer de l'argent, sans aucune preuve que vous devez de l'argent, ça s'appelle de l'extorsion de fonds, tout simplement. Et ça, je commence à m'y perdre. C'est puni par le code pénal. Donc ça aussi, il faut le savoir. Donc s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'obligation. Et vous, pareil, si vous dites que vous n'êtes pas sous un contrat, si vous n'êtes pas sous une certaine obligation, vous devez apporter la preuve de cette chose-là. Ce qu'il faut savoir, en dernier lieu, et je vais finir là-dessus, celui qui sait, c'est celui qui a autorité. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir très vite voir lorsque vous allez commencer à vous intéresser un petit peu au droit. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il a des droits, c'est quelqu'un qui n'en a pas. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Parce que si on ne fait même pas l'effort de chercher à savoir quels sont nos droits, c'est normal qu'on n'en ait pas. Et même au niveau du droit, ça fonctionne comme ça. Si tu ne sais pas que tu as des droits, des libertés en contrepartie d'obligations, tu ne sais pas que tu es libre en fait. Donc il faut absolument savoir un maximum de choses. Donc apprenez. Pas forcément par cœur, hein. Je ne vous dis pas de connaître tous les codes, le 121.5 du code civil, le machin. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Après, c'est mieux, hein, ça fait plus d'effet, mais il faut savoir que le savoir
est égal à l'autorité. Quelqu'un qui sait, c'est celui qui a autorité sur les autres. Et c'est comme ça tout le temps, vous regardez. C'est pour ça que les autorités sont censées tout savoir. Et c'est pour ça qu'il faut les questionner à chaque fois qu'on vous réclame quelque chose. Ok, tu dis que je suis obligé de faire ça, bah apporte-moi la preuve. Moi je suis d'accord à condition que tu m'apportes la preuve de telle et telle chose. Et là vous allez voir que bien souvent bah, les gens ils vont ils sauront plus. Voilà, ils vont être en mode je sais pas. Ils sont pas habitués parce que on est tellement habitué à accepter tout et n'importe quoi sans même comprendre ce qui se passe que bah en fait ils sont pas habitués les gens à ce qu'on les questionne et à ce qu'on leur dise bah en fait je suis pas d'accord parce que voilà il y a des lois, ça fonctionne comme ça. Donc une fois que vous comprenez qu'est-ce qu'un sujet de droit, la hiérarchie, les différents codes, comment ça se classifie, qu'est-ce qui prévaut sur quoi, les définitions des termes juridiques, les preuves, une fois que vous avez compris le système de contrat et que vous savez que vous savez plus que les autres, vous avez forcément autorité sur eux. Et ça, vous allez très vite le remarquer. Moi, plusieurs fois, j'ai été confronté à des magasins parce que j'ai acheté un article. Je sais que par rapport au code de la consommation, j'ai le droit de le ramener sous tant de jours pour être remboursé de la même manière dont j'ai payé. Plusieurs fois, je suis tombé face à des gens qui étaient têtus, qui ne voulaient pas, qui s'en foutaient. J'avais beau leur apporter la preuve, mais parce qu'en fait, ils sont dépassés. Donc, leur seule manière d'agir, c'est de se comporter, c'est d'être virulent. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment comprendre. Moi, je suis pas là en disant qu'il faut être anti-système, anti-machin. Hein. Le système, je pense qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Je pense qu'il faut juste qu'on comprenne et qu'on retrouve nos droits, en fait, tout simplement, avant de vouloir changer et de partir sur un truc complètement nouveau. En réalité, je pense qu'il faut d'abord essayer de changer ce qui existe déjà. Et ça commence par connaître nos droits, tout simplement. Voilà, connaître les lois, connaître tout ça. Il faut s'y pencher. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre contre un système si on ne sait même pas sur quelle règle on joue. Avec quelle règle on joue. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne ne sait pas? Va se référer à quelqu'un qui sait, qui est un supérieur. Et donc, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui ne comprend rien à ce que vous êtes en train de lui raconter, demandez un supérieur. Et là, au fur et à mesure que vous allez monter dans la hiérarchie, vous allez voir que d'un seul coup, les gens ils vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et ils vont comprendre et ils vont bien sûr valider, ok, t'as raison, effectivement, par rapport au code, au code de la consommation, effectivement, je dois te rembourser ton article, j'ai rien à dire, c'est à moi de prouver que l'article il a un défaut, etc. Tout ça, c'est à lui de se démerder. Mais ça, il faut le connaître. Donc, retenez bien, si vous avez le savoir, si vous savez, vous avez autorité sur les autres. C'est pour ça aussi qu'on cherche à nous rendre débiles. À aucun moment, dans notre éducation, on nous parle du droit. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui fait qu'on ne maîtrise pas ce domaine-là, qu'on ne comprend même pas comment ça fonctionne, qu'on ne comprend même pas qu'on a, en fait, de base, on est libre, et en fait, on contracte plein de fois, et on se retrouve avec plein de contraintes, plus de contraintes que de liberté. Et on comprend pas pourquoi, puis on va se plaindre dans la rue, alors que ça sert à rien. En fait, tout se change au niveau... Regardez, les révolutions se font sur le papier, en fait, sur des petits blocs-notes. Ça se fait pas dans la rue, c'est des conneries, tout ça. Donc voilà, si vous savez, vous avez autorité. C'est vraiment ça aussi qu'il faut retenir. Donc voilà, si vous avez des questions, j'ai pas abordé tout vraiment en détail. 6 dernières choses, c'est vrai que j'ai parlé de différentes juridictions. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans différentes situations, il se peut qu'on vous bascule en fait d'une autorité à une autre. Et à chaque fois, en fait, il faut comprendre que lorsque vous basculez, par exemple, d'un policier municipal à un OPJ et d'un OPJ à un médecin, vous n'allez pas être sous les mêmes, on va dire, les mêmes lois, les mêmes codes, et donc vous n'allez pas devoir vous comporter de la même manière. On pourra revenir là-dessus. Je vous expliquerai quelques petits trucs par rapport à des contrôles qui sont vraiment hyper importants. Encore une fois, par rapport, j'accepte sous condition et le fait de ne pas pouvoir dire non à une obligation. Vous pouvez dire non à une liberté, hein, ça, il n'y a aucun souci, ça les arrange, mais vous ne pouvez pas dire non à une obligation à partir du moment où on a prouvé que c'était bien vous qui étiez sujet à cette obligation-là. Donc voilà, première chose à faire, moi, je vous recommande d'acheter un dico juridique, d'acheter code pénal, code de procédure pénale,
code civil, ça coûte cher, hein, sinon vous avez sur internet, mais bon, je préfère moi avoir du papier. Et après, les codes qui vous intéressent, hein, selon ce que vous voulez faire, le code de l'urbanisme, le code des assurances, de tout ce que vous voulez, hein, selon vos cas. Et vraiment, il faut se pencher là-dessus. Si vous êtes face à des problèmes, et je pense qu'on est nombreux à avoir des problèmes de ce niveau-là, il faut forcément se pencher là-dessus. Une fois qu'on a compris tout ça, déjà, dans la plupart des cas, on peut réussir à résoudre pas mal de problèmes. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, si vous voyez que j'ai dit certaines bêtises, parce que forcément je ne suis pas non plus un maître juriste, mais voilà, c'est ce que j'ai compris grossièrement. Vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment il y a un très gros fossé entre la théorie et la réalité. Donc il faut pour ça rester calme, rester courtois, rester poli, respectueux de l'autorité, tout en ne vous laissant pas faire, mais de manière légale, c'est-à-dire en montrant que vous avez des libertés, vous avez des droits, et que ces droits-là, il faut leur rappeler que ces droits-là sont leurs obligations. Voilà. Et leur rappeler même leurs obligations par rapport peut-être à des serments qu'ils ont prêtés, que ce soit médecin ou n'importe quoi. Il faut leur rappeler ça parce que c'est ce qui les tient, c'est ce qui les oblige à respecter les lois. Et c'est ce qui fait que ça peut aggraver leur cas et que vous, si vous avez des preuves suffisantes, vous pouvez vous retourner contre eux. Donc je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, je ne vous dis pas de ne pas respecter les lois, bien au contraire. Encore une fois, moi le système, c'est vrai que je me suis beaucoup questionné là-dessus. En soi, le système, il est comme il est. Malheureusement, les lois sont écrites et sont mises en place par des gens qui font ce qu'ils veulent avec les lois. On l'a vu ces 2 dernières années. Hein. À un moment donné, on peut dire, tiens, telle catégorie de personnes, on va aller leur enlever des droits comme ça, sans raison. C'est contraire aux droits européens, aux droits de l'homme. On s'en fout. On fait de manière illégale, mais en soi, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens, hein. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas vos droits, si vous ne connaissez pas vos libertés, vous allez forcément vous retrouver face à un mur et vous allez être bloqué. En soi, le mur, il n'est pas si difficile à franchir. Si vous vous y penchez de temps en temps, si vous vous intéressez à des cas particuliers qui vous intéressent, vous allez voir que c'est pas non plus hyper compliqué. Il faut juste bien décortiquer, bien décoder les textes. Une fois qu'on a compris ça, on a compris déjà pas mal de choses. Voilà, donc soyez respectueux de la loi, mais comprenez-la. Et la loi, elle a des limites. On peut aussi jouer avec les limites. Hein. Tout le monde joue avec les limites. Hein. Voilà, ça fait partie du jeu tant qu'on ne dépasse pas les clous. On est dans la légalité. Après, il y a plusieurs manières de jouer le truc. Hein, encore une fois, voilà, chacun a ses approches. Hein. Il y en a qui sont plus rentre dedans, il y en a qui sont plus subtils, il y en a qui vont plus être très procéduriers, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus, qui vont essayer de plus toucher l'humain qu'il y a derrière la personne. Bref, voilà, chacun a sa méthode. Mais restez respectueux de ceux que vous avez en face, mais expliquez-leur clairement les choses, avec des preuves, de manière tranquille, de manière respectueuse, et vous allez voir que normalement, ça devrait bien se passer, même si des fois, il y en a qui font un peu, comment dire, qui abusent un peu, mais bon, voilà, c'est comme partout, il faut leur rappeler leurs droits, et voilà, mais c'est qu'ils ne sont pas habitués à ça, donc nous, notre rôle, c'est aussi de reprendre un petit peu nos droits et nos libertés et de juste les faire valoir, en fait, ni plus ni moins. Je dis pas qu'il faut renverser des voitures dans la rue, je dis juste qu'il faut faire valoir nos droits en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, en tant que citoyen également, si on veut être représenté en tant que citoyen, voilà, se faire respecter dans notre travail. Et toutes ces choses-là, il faut les comprendre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même si vous avez peut-être des situations, des trucs qui vous est arrivé là récemment, un contrôle, n'importe quoi, ça vous semble bizarre, n'hésitez pas à me le dire. J'aurais peut-être pas la réponse, mais moi ça me permet de m'entraîner sur des cas concrets, et vous, ça vous permettra peut-être d'avoir des pistes de réflexion sur lesquelles creuser, sur lesquelles peut-être avoir des réponses et des résultats positifs. L'idée, encore une fois, c'est juste d'essayer de vous aider, de vous donner les bonnes clés pour que vous puissiez avoir beaucoup moins de problèmes dans la vie de tous les jours, parce que en soi, lorsqu'on est face à des papiers, à l'administration, dès qu'on n'y connaît rien, dès qu'on n'y comprend rien, c'est très vite casse-tête, on peut très vite partir en cacahuète. Donc c'est pas le but. Le but, c'est de rester lucide, de rester clair dans sa tête, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait et où on va.
et de tout simplement faire valoir ses droits. Voilà, tout simplement. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, et puis je vous dis à très bientôt, salut!